Donc, des résultats des petites questions que je vous ai envoyées, je vois que la majorité d'entre vous connaissent Fondation Philanthropique Canada. Ça, c'est le fun. À peu près la moitié œuvrent à Montréal-Nord ou soutiennent des programmes. Donc, ça va être intéressant de voir les discussions autour de ça et les questions que nous allons voir plus tard. Et plusieurs d'entre vous ont visité pfc.ca /COVID-19 pour nos ressources. Et les autres qui ne sont pas allés, ils vont tout de suite. Ah, quelle belle réponse. Donc, moi, je vais commencer avec une petite introduction de PFC pour ceux qui ne connaissent pas, une reconnaissance des terres et je vais présenter nos panélistes rapido presto. Et juste pour vous dire que cette session est enregistrée, va être partagée sur notre chaîne YouTube sur un playlist intitulé Webinar Wednesdays, webinaire PFC, et vous allez recevoir un courriel 24 heures après cette séance avec des liens utiles, des biographies, des fiches de présentation, tout le tralala. Donc, je vais faire un peu de lecture ici parce que je ne connais pas les biographies par cœur, donc pardonnez-moi. Mais pour ceux qui ne connaissent pas PFC, on est une organisation de membres de fondations philanthropiques à travers le Canada. On offre l'opportunité de présenter une voix collective, on favorise des discussions enrichissantes, et on présente des bonnes pratiques. Et en parlant de bonnes pratiques, on débute toujours nos webinaires avec une reconnaissance des terres virtuelles, puisqu'on a des gens qui viennent du Québec, mais aussi de l'extérieur du Québec, de territoires différents. Donc, nous aimerions commencer par reconnaître la nature autochtone des nombreux territoires de Turtle Island, où nous travaillons et où nous résidons. Ces territoires, cédés ou non cédés, constituent l'habitat de nombreux peuples autochtones qui ont vécu depuis des dizaines de milliers d'années et qui y vivent encore aujourd'hui. En tant que colons, immigrants et leurs descendants, et en tant que visiteurs, nous honorons et nous respectons les nombreux peuples autochtones de cette terre et de ce territoire, et nous espérons un avenir plus juste ensemble. Donc, si jamais vous n'avez jamais vu ça, on va partager le texte avec vous dans le lien dans 24 heures si vous voulez utiliser ça pour vos séances à vous. Fort intéressant. Donc, je vais juste cliquer sur le prochain slide ici. Vous pouvez voir juste au bas de la présentation, il y a les différents handles Twitter si vous voulez tweeter des questions ou engager avec nos panélistes. Donc, d'abord, je vais lire. Diplômé en sociologie et gestion publique, Steve Boussiki a démarré sa carrière au Québec en tant que conseiller en employabilité au Carrefour Jeunesse Emploi de Notre-Dame-de-Grâce. Il a aussi œuvré comme attaché politique au bureau du maire et coordonnateur du Conseil interculturel de Montréal. Steve Boussiki est présentement directeur de la Table de quartier de Montréal-Nord, où il démontre son engagement profond pour la transformation sociale à travers la promotion de l'équité, la diversité et l'inclusion. Oh, j'ai cliqué sur quelque chose, pardon. Donc, je vais juste aller à la prochaine. Bushra Manaï est à la direction de Parole d'Exclus, une organisation qui promeut la mobilisation citoyenne, notamment à partir du cas de Montréal-Nord, à des fins de transformation sociale et territoriale. Comme chercheur, elle s'intéresse aux enjeux d'altérité dans la ville, aux enjeux d'immigration et aux dynamiques d'exclusion et d'inclusion dans les quartiers urbains. Auteur de Les Maghrébins de Montréal, aux presses de l'Université de Montréal et de diverses publications en lien avec les enjeux de diversité. Last but not least, élue mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord en avril 2016 et réélue en novembre 2018, félicitations, Christine Black est passionnée depuis longtemps par les questions touchant le territoire nord-montréalais. Son expertise en gérontologie et en intervention auprès des jeunes l'a amenée à siéger à de nombreux conseils d'administration et tables de concertation. Elle a notamment été présidente de la table de concertation Jeunesse de Montréal-Nord, vice-présidente de la table de concertation Montréal-Nord en santé, vice-présidente du conseil d'administration du regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec et enfin membre du conseil d'administration du CIUS du nord de l'île de Montréal. Sur ces présentations brèves, je vais passer la parole à mon collègue de travail Félix-Antoine Véronneau, qui va partager quelques observations sur la riposte philanthropique québécoise. Et je vous souhaite un très bon webinaire. Je vais revenir pour la période de questions et on va accepter des questions en anglais aussi. À toi, Félix. Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 3 acteurs qui sont au cœur de la réponse à la pandémie. Madame Black, Madame Manaï, Monsieur Boussiki, bonjour. À l'heure actuelle, à Montréal-Nord, on compte 2287 cas confirmés de COVID-19. C'est environ 9% de tous les cas à Montréal.
C'est près de 5% de tous les cas au Québec, ce qui en fait en quelque sorte l'épicentre de la pandémie. On compte près de 170 décès également, ce qui est 4% des décès au Québec. Et tous trois, au cours des dernières semaines, vous vous êtes exprimés publiquement pour qu'on en fasse plus pour Montréal-Nord, pour une action accrue dans l'arrondissement. Vous avez souligné les défis sociaux, les défis économiques auxquels l'arrondissement faisait déjà face avant la pandémie et qui sont exacerbés en ce moment. Le secteur philanthropique appuie déjà certaines interventions à Montréal-Nord. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous ce qui est fait et ce qui pourrait être fait pour accentuer la réponse. Et d'entrée de jeu, sans plus tarder, parce qu'on a hâte de vous entendre, j'ai une première question pour vous. Comment l'arrondissement de Montréal-Nord s'est-il préparé à faire face à la pandémie de COVID-19? J'aimerais vous entendre d'abord, Madame Black. Merci beaucoup, M. Véronneau, pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir partager à vos membres et à d'autres personnes qui nous écouteront la situation de Montréal-Nord. Donc, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, je suis à Montréal-Nord depuis bientôt plus de 18 ans. Alors, disons que j'en ai vu passer beaucoup de choses et je vous dirais que Montréal-Nord n'en est pas à sa première crise. Hein. On le sait, on a eu plusieurs crises dans les dernières années, que ce soit des crises de sécurité publique, d'insalubrité et maintenant, bon, on a une crise de santé publique. Alors, c'est crise après crise que Montréal-Nord évolue, je vous dirais, depuis nombreuses années. En 2008, on a vécu un gros choc par le décès de Freddy Villanueva, qui a été un moment marquant dans notre communauté. Et je vous dirais que ça a été un moment qui a fait un peu un point d'arrêt, qui a fait une table rase sur tout ce qui se faisait avant. Donc, moi, je fais partie de ceux qui ont vécu le avant, le pendant et le après Freddy. Et je vous dirais que ça a été un moment marquant. Et à ce moment-là, on s'est vraiment dit comme communauté qu'on ne pouvait plus faire les choses de la même façon. Il fallait faire autrement, qu'il y avait urgence d'agir. Donc, ça a été vraiment un moment très marquant pour le quartier. Et je me permets quand même de faire un petit clin d'œil parce qu'actuellement, on est dans une crise et je vous dirais qu'en 2008, quand il y a eu la crise, on avait plusieurs partenaires qui arrivaient un peu de partout pour nous dire qu'est-ce qu'on avait besoin à Montréal-Nord et nous disaient, tel programme a fonctionné ailleurs, à Montréal-Nord, ça va fonctionner. Et malheureusement, très peu d'initiatives de cette nature ont eu leurs effets comme on le souhaitait. Au contraire, même je vous dirais que certaines fondations ou partenaires privés ont été déçus, peut-être quelques-uns amers même de voir que les résultats n'étaient pas là. Et je vous dirais que dans une certaine mesure, Montréal-Nord avait certains devoirs à faire pour pouvoir bien recentrer qu'est-ce qu'on avait à faire comme communauté, qu'est-ce qu'on voulait, où on voulait aller. Alors, dans ce contexte-là, je vous dirais vraiment que 2008 a été un tournant. Et suite à ça, on a continué à travailler ensemble pour pouvoir faire un peu, je prends souvent l'image de la maison en disant on a eu à faire un peu de rénovation, un peu de ménage dans notre maison, à repeinturer, à enlever les trous parce que fallait se parler, fallait s'écouter, fallait parfois se parler fort, parfois se chicaner aussi pour pouvoir vraiment avoir une image claire sur où on s'en allait et qu'est-ce que Montréal-Nord avait besoin pour la suite des choses. Donc, vraiment, ça a été quelque chose d'important. Et à travers ça, on a aussi appris à se connaître, à se reconnaître, à travailler ensemble et à connaître chacun de notre côté nos limites et nos capacités. En 2018, on a travaillé très fort pour le dossier Freddy Villanueva, je l'ai adressé, j'aime pas l'anglicisme adressé, mais des fois, c'est difficile de trouver un autre mot. Donc, on s'est occupé finalement de tout ça. Ça faisait 10 ans déjà que, comme communauté, on avait laissé toute cette situation-là s'envenimer et ça a fait en sorte qu'en 2018, on a vraiment pris le temps de s'asseoir, de se parler. Et je vais vous avouer qu'on s'est parlé fort parce que ça n'a pas été facile cette année-là pour tout le monde de Montréal-Nord. En même temps, c'était une étape importante et nécessaire. Et suite à ça, il en est ressorti la place de l'Espoir. Donc, on a construit un espace dans le parc Henri Bourassa, dans lequel on a également un panneau qui explique ce qui s'est passé en 2008. Et ça a eu un effet de réconciliation et de
de boucler une certaine boucle. Hein. À Montréal-Nord, on avait besoin de ça. Et ça a eu vraiment un effet d'apaisement, de calme dans la communauté où après ça, on s'est retroussé les manches aussi pour continuer à travailler. Mes collègues vont pouvoir certainement vous parler de d'autres éléments. Au-delà de ça, je vous dirais que dans les dernières années, ce qui a surtout marqué, c'est le fait qu'on est maintenant, c'est rendu un réflexe de travailler ensemble. Donc, tout le collectif, c'est comme ça qu'on travaille dans notre quartier, que ce soit les institutions, l'arrondissement, les écoles, SPVM, le CIUS, les organismes, mais aussi les partenaires économiques sont très souvent au rendez-vous avec nous. Alors, c'est vraiment dans notre ADN, la solidarité, l'entraide. Est-ce que c'est parfait? Certainement pas. On a encore du travail à faire et parfois, on ne s'entend pas et c'est tout à fait normal et légitime à quelque part qu'on s'échange des éléments. Mais je vous dirais que maintenant, plus que jamais, on sait où on s'en va comme communauté avec toutes nos divergences à certains moments. On a beaucoup plus d'une vision très claire de où on s'en va. Et d'ailleurs, on a travaillé ensemble sur des plans collectifs, que ce soit le plan jeunesse en 2017, économique en 2018, le replan d'aménagement du Nord-Est. On travaille sur l'habitation, c'est à venir, mais quand je dis collectif, c'est vraiment tout le monde qui s'assoit ensemble et on se fait une vision de où est-ce qu'on veut aller. Et l'arrondissement joue comme institution un rôle de leadership dans plusieurs des cas, mais c'est vraiment en partenariat. Donc, en conclusion, quand la pandémie est arrivée, bien pour nous, en fait, on s'est retroussé les manches, hein, puis c'était déjà un réflexe pour nous de travailler comme ça ensemble, de s'asseoir. Donc, c'est rien de nouveau. On s'est vite reviré de bord, puis on a mis en place différentes cellules. On pourra s'en parler dans les prochaines minutes de la suite des choses. Donc, voilà, fait que ça fait le tour de ma lecture et mes collègues pourront certainement en rajouter. Merci, Mme Black. Mme Manaille. Alors, bonjour à toutes et tous. Je ne vois pas les participants, mais je vous souhaite la bienvenue. Merci pour l'organisation de cet espace de conversation qui, je pense, est vraiment très important. Peut-être juste en guise d'introduction, avant de répondre à ta question, Félix, je me permets de te tutoyer déjà. Mais d'abord, il est quand même important de dire qu'on parle d'un arrondissement qui est souvent sous les radars, autant de la ville ici au Québec et au Canada. Et que dans le fond, cette pandémie, ça a fait que aiguiser les situations structurelles qui sont présentes et dont certaines, par exemple, ont été nommées par Christine et qui sont présentes depuis longtemps. Le logement, l'accès au transport, la sécurité alimentaire, la sécurité économique. Et j'y reviendrai à la fin, mais je pense que c'est quand même important de le mentionner au départ. Puis juste vous dire que moi, je vais parler aujourd'hui à partir d'une perspective de deux types d'acteurs. Dans le fond, à partir de ce qu'on a vu sur le terrain, à partir des réalités des citoyens et citoyennes, mais également à partir d'une parole collective, disons, des acteurs de la mobilisation, ce que je nommerais dans ce webinaire les mobilisateurs. Donc, dans le fond, c'est les voix de mes partenaires du terrain qu'on peut nommer, là, que je pense important de nommer, mais donc, Woodstock, La Chapelle, un itinéraire pour tous. On a eu du travail qui a été fait avec certains acteurs jeunesse, notamment l'Escale, également en sécurité alimentaire avec la coop Panier-Fité. Puis il me semble que c'est vraiment important en guise d'introduction de le mentionner. Si je reviens sur la catégorie des citoyens-citoyennes, je pense que la question de être habitué aux crises, ça a amené à une incarnation de l'entraide qui a été vraiment très importante. Notamment par et pour ceux et celles qui sont considérés comme les couches les plus défavorisées. Au final, les citoyens qui semblaient vivre les situations d'exclusion les plus importantes ont exprimé une part de solidarité et d'entraide qui a été vraiment importante. Mais aussi, par exemple, parmi les populations immigrantes, et ça montre aussi un peu le maillage qui a été créé et renforcé, notamment avec et entre les organisations, mais aussi avec les citoyens et bénévoles. La force du volontariat fait toute la différence dans la mobilisation communautaire qui, doit-on le mentionner, manque de ressources. Donc, cette entraide et cette solidarité s'est fait aussi entre les diverses catégories de citoyens. Il faut quand même mentionner que Montréal-Nord présente des indices de défavorisation quand même assez importants, mais c'est un territoire, comme partout à Montréal, avec beaucoup de contrastes. Et il y a eu beaucoup de solidarité entre les diverses classes de ce territoire.
et une coopération aussi en dehors des canaux communautaires. C'est-à-dire, oui, il y avait les canaux communautaires, mais à côté, il s'est mis en place un réseau d'entraide quand même assez important pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire, pour répondre à la fracture numérique. Je rappelle que la fracture numérique est un des enjeux les plus importants et que quand il s'agit de faire une demande une demande d'aide financière pour le gouvernement, il faut quand même passer par Internet et par un ordinateur. Donc, il y a eu aussi tout un réseau de solidarité pour appuyer les autres dans ce type de besoins. Nous, il y a eu toute une force coopération avec ceux et celles qu'on a appelés les citoyens relais. Parce que vous le savez, nos professionnels n'ont pas toujours pu être sur le terrain. Il y en a qui ont pu l'être, il y en a qui n'ont pas pu. Et donc, il fallait avoir des relais sur le terrain. Et eux ont vraiment incarné des voisinages, en fait, que j'appelle en cas très inclusifs, mais surtout très solidaires. Encore une fois, pour la distribution de nourriture et pour contrer les enjeux de fracture numérique. Sur la deuxième catégorie, donc la catégorie des mobilisateurs, des acteurs de la mobilisation, il y a vraiment eu une importante et une positive, très positive réaction de tous les milieux. Donc, il y a eu vraiment plusieurs secteurs qui se sont mis en branle, que ce soit le milieu économique, le milieu de la mode, le milieu de la santé, le milieu du logement. Et chez les organismes de mobilisation, ce que je peux dire de ce que j'ai vu du terrain, c'est que nous avons vraiment su opérer une gestion des urgences vécues par les citoyens, évidemment, malgré la distance et du télétravail. On a eu une capacité d'agir collective malgré l'adversité. Ça me semble vraiment très important. Nous avons opéré avec une agilité et une adaptation fort importante. Des liens très forts aussi entre les secteurs qui peut-être parfois n'avaient pas lieu avant. Donc, il y a eu une excellente coopération entre les organisations et ces collaborations de terrain, au final, elles ont vraiment été consolidées par la pandémie, là où parfois les ponts ne se faisaient pas toujours comme il fallait, disons. Donc, tout ce travail s'est quand même fait avec des équipes restreintes, je le mentionnais, et pour certains partenaires avec vraiment peu de moyens. La pandémie a permis à l'écosystème communautaire de constater l'émergence de leadership alternatif. Là, donc, ça a popé un peu autant chez les citoyens que chez les acteurs, et ça, c'est très positif. Je pense qu'il faut le mentionner. Les organismes ont développé un réflexe d'autonomie et de décentralisation en gardant un œil évidemment sur les concertations et sur le travail collectif des diverses échelles. Donc, si je récapitule, avec les moyens du bord, comme n'importe quel acteur qui sait travailler dans une crise, avec des prises de risques aussi, notamment pour les équipes, et avec des expertises qui ont tenté d'avoir autant que d'impact possible. Merci beaucoup, Bochra, puisqu'on se tutoie maintenant. Je passerai à M. Boussiki. Steve, alors à toi. Donc, bonjour tout le monde, puis merci aussi de donner cette opportunité à Montréal-Nord de parler par lui-même de ce qu'il fait, de ce qu'on fait ensemble depuis quelques jours. Je pense que les deux premières interventions dressent quand même très bien le portrait et puis l'inscrivent aussi dans l'évolution que Montréal-Nord a connue avant la pandémie. Si on parle beaucoup aujourd'hui d'autonomie, d'émergence d'une société civile ou encore de leadership, c'est aussi parce que, comme la mairesse l'a dit, après les événements de Freddy Villanueva, il y a une démarche de transformation sociale qui a commencé à se faire dans le territoire depuis à peu près 3 à 4 ans, qui visait aussi à beaucoup développer le pouvoir d'agir, mais aussi à valoriser l'expertise locale. C'est important d'envoyer le message dans lequel les déceptions de Montréal-Nord dans les années précédentes, liées aussi à des crises, que ce soit celle des demandeurs d'asile, que ce soit aussi celle qui auraient dû suivre après la mort de Freddy Villanueva, c'était aussi parce qu'on nous imposait des expertises de l'extérieur et qu'on ne valorisait pas assez autant ce qui était dit par les citoyens, autant ce qui était dit par des partenaires qui œuvrent à Montréal depuis plus de 30 ans et depuis moi. Je pense qu'il y a d'abord ça qu'il faut remettre en premier pour dire comment est-ce que Montréal-Nord a pu réagir à ça. Assez simple, c'est 4 facteurs qui nous ont permis de comprendre assez tôt. Je veux dire, quand je dis assez tôt, c'est de mettre en place des instances de travail, mais aussi de réaction à partir du 16 mars. Donc, c'est une prise en compte holistique et puis intégrée des besoins du territoire. Il y a une complexité, il faut la comprendre, il faut la connaître. C'est une pertinence aussi d'innover.
C'est-à-dire qu'on ne veut pas des solutions qui sont déjà arrêtées ou préconçues. Il faut écouter les gens, puis tester les choses qu'ils nous proposent, puis venir en soutien. Je pense qu'il y a beaucoup dans ce qui est réalisé présentement qui sont des initiatives, que ce soit d'organisations qui ont assumé un certain leadership dans les 3 dernières semaines, mais ça doit toujours, pour que ça s'amplifie, ça doit toujours se traduire par une mobilisation de l'ensemble du milieu autour de ces initiatives-là. Je pense que le fait qu'on soit 3 autour de la table aujourd'hui pour parler de Montréal-Nord, autant dans nos mandats qu'on soit institutions publiques, politiques, qu'on soit instance de concertation, qu'on soit porteur d'acteurs sur le terrain, c'est un peu aussi le reflet de ce qu'on a pu réconcilier au final, ce qui peut partir d'une initiative pour en faire vraiment un moteur de mobilisation citoyenne, mais aussi de transformation sociale. La cohérence des interventions, c'est aussi très important, mais aussi se dire c'est quoi les apprentissages qu'on tire de là. Je pense que Montréal-Nord, dans les 3 dernières années, est aussi beaucoup dans un mode d'apprentissage de toutes les expériences. On veut apprendre, puis on veut se développer ensemble. Mais plus concrètement, ce mode de fonctionnement nous a permis, dès le début de la crise, d'identifier les risques d'exacerbation que la crise pouvait avoir sur les déterminants sociaux à Montréal-Nord. Que ce soit le dépannage alimentaire, que ce soit les enjeux en lien avec le développement, que ce soit finalement tout ce qui peut être impact psychosocial du fait qu'on demande à une population qui vit déjà une situation de densité qui est problématique de rester enfermée chez soi. Donc, c'est ça qui a permis de mettre en place des réponses, par exemple, sur le dépannage alimentaire qui nous permettait de rendre disponible par semaine sur le territoire à travers 5 à 6 acteurs qui ont été nommés précédemment, 800 paniers pour soutenir ces familles-là. Sur la question du logement, de se concentrer sur des secteurs qui étaient problématiques et puis de se mobiliser chacun selon ses missions. Je pense qu'au final, ça a été nommé un peu plus tôt, c'était quand même des efforts qui ont été réalisés presque à coût zéro parce que les gens, même si ils avaient des idées, l'enjeu de Montréal-Nord n'a jamais été de produire des idées ou de démontrer un certain leadership. On est quand même dans un territoire où il y a beaucoup de leadership, mais c'est toujours le coût que ça demande pour répondre adéquatement aux besoins sur le terrain. Donc, on va en parler tantôt, mais on a encore cette étape-là de dire que les acteurs nord-montréalais, crise après crise, ont toujours démontré une très grande capacité de résilience, une très grande ingéniosité, une très grande capacité aussi à se mettre ensemble pour former vraiment un groupe solidaire autour des réponses qu'on veut donner, autour de l'accompagnement qu'on veut donner. Mais ce qui a toujours manqué, c'est d'abord une reconnaissance même de cette expertise-là, mais finalement un financement adéquat pour pouvoir permettre d'aller plus loin et d'atteindre les objectifs qu'on se donne ensemble. Merci beaucoup, Steve. Justement, on parle du terrain, ce qui me permet d'aborder la deuxième question. Comment vos organisations ont-elles été actives sur le terrain? Quelles actions avez-vous menées dans la réponse à la pandémie? Et quel rôle le secteur philanthropique a-t-il eu pour vous soutenir? Alors, je commencerai avec Boshra, s'il vous plaît, pour cette question. Alors, ben c'est sûr que la réponse comme organisme, c'est que nous, à Parole d'Exclus, on est financé et appuyé par le milieu philanthropique, puisque notre travail est soutenu par la Fondation Chagnon. Et dans les rapports que, par exemple, nous avons produits et envoyés à nos bailleurs à la semaine 4 et à la semaine 8, nous avons vraiment remonté les enjeux, que ce soit, dans le fond, initiatives et enjeux, que ce soit en matière de sécurité alimentaire et système alimentaire pour tous, en matière de mobilisation, sensibilisation, information, en matière de santé, parce qu'on porte un projet qui s'appelle l'Espace Santé Citoyen, mais aussi, comme ça vient d'être mentionné, en termes de soutien psychosocial, et enfin en termes de documentation et de mobilisation des connaissances. Fait que je pourrais, dans le fond, vous proposer plutôt de consulter les documents que je peux mettre à disposition qui font état du terrain. Parce que la façon avec laquelle j'ai envie de répondre, c'est vraiment plus comme partenaire que, en fait, j'ai envie de décrire les actions qui ont été, initiatives qui ont été effectivement mises en place. L'idée de à coût zéro est vraiment très intéressante. Je nommerais peut-être trois types de collaboration ou de partenariats que nous avons eu, évidemment avec les territoires et l'écosystème local en lien avec les citoyennes, donc les acteurs de la mobilisation.
Ensuite, je parlerai des liens avec les institutions et peut-être aussi des liens avec les acteurs de l'extérieur de Montréal-Nord. Donc d'abord avec les mobilisateurs, je trouve que c'est plus simple et funky. Nous avons mené des initiatives qui sont vraiment adaptées à la temporalité, à la rapidité, à l'urgence, enfin, à tout ce que requiert une pandémie. Et cela pour éviter vraiment toute augmentation de la propagation. Et ça, assez vite. Donc, par exemple, l'initiative du camion qui a fini par s'appeler porte-voix parce que ça a été donné par des acteurs, ça a été réalisé en partenariat avec une institution donc, locale, le PDQ 39, le SPVM pour les personnes qui ne connaissent pas cet acronyme. Ça a été réalisé avec un syndicat, donc la FTQ et son syndicat affilié qui est le syndicat de la fonction publique. Et donc ça avait pour objectif de réduire le fossé informationnel, de répondre parfois peut-être à des nécessités linguistiques auxquelles en fait la gestion de crise ne permet pas de penser tout de suite là. Et puis ce sont des initiatives qui ont ensuite pris forme de partenariat avec par exemple le DINAM, la DRSP et puis d'autres partenaires montréalais. Donc d'abord l'initiative du camion porte-voix, rapprocher puis symboliquement réinstitutionnaliser le territoire avec la présence d'un syndicat quand même aussi important. Il y a eu les initiatives concertées qui se sont appelées, dans le fond, les initiatives d'équipes communautaires. Je vous avoue que je n'aime pas beaucoup le terme brigade parce que ça a une connotation beaucoup trop criminalisante et je pense que c'est important d'appeler ça les équipes communautaires de sensibilisation avec un itinéraire pour tous, Woodstock. Ça a été concerté et appuyé par l'ESCAL. Donc, il y a nous dedans, mais il y a aussi le SIUS et donc les organisateurs communautaires du SIUS et le représentant du SPVM. Il y a eu un appui et une collaboration avec certaines initiatives d'organisation. Donc, par exemple, les Anges Gardiens du Hood, portés par Woodstock. Donc, il y a eu un appui, une collaboration. Puis, dans le fond, tout ça, là, tout ce que je nomme, vient pallier aux enjeux de fracture numérique et de difficulté d'accès à l'information ou à des informations de qualité ou dans une langue qui vous parle, en fait. Et surtout, ça vient dans un temps de pandémie où il y a un isolement qui peut être très important. Ça vient, dans le fond, favoriser une certaine entraide et un sentiment de sécurité auprès des citoyens. Dans le partenariat, en tout cas dans l'appui et la collaboration avec les institutions locales, évidemment, il y a eu toute la partie de travail pour diffuser les informations sur le dépistage et sur la distribution alimentaire. Il y a eu toute la partie sur le recrutement et la sensibilisation des citoyens aux cliniques in situ. Donc, quand il y en a eu au final, quand il a fini par y en avoir, donc il a fallu faire tout le travail de sensibilisation aux citoyens. Et ça, je dois mentionner quand même que la capacité de tester à un moment donné dépendait de l'affluence. Donc, si la capacité de tester dépend de l'affluence et que la communication n'est pas optimale, dans le fond, le fardeau revenait beaucoup sur le dos des organismes communautaires pour faire en sorte que les citoyens sortent se faire tester. Ce qu'on a fait, mais qui quand même nécessitait des genres de courses assez importantes. Il y a eu évidemment aussi toute la distribution du matériel donc nécessaire à la prévention pour les citoyens, avec Woodstock, la Chapem, avec panier futé, où dans le fond, les masques étaient livrés avec les paniers de nourriture. Et ce matériel venant évidemment des acteurs locaux, des dons extérieurs, des dons du milieu philanthropique aussi, ça je l'ai appris récemment, mais aussi du stock qui a été géré, dans le fond co-géré entre l'arrondissement et la table de quartier. Puis pour finir, dans le fond, il y a eu aussi des collaborations avec les acteurs extérieurs, puis je reviendrai là-dessus dans mon mot de la fin, mais il y a eu des collaborations pour porter les voix des acteurs qui étaient les plus touchés par cette crise, notamment les travailleurs essentiels du milieu de la santé, qui, faut-il le rappeler, sont souvent des femmes et des personnes racisées, si ce n'est les deux. Et donc, il y a eu aussi tout un dialogue pour un peu sortir de notre réalité ou pour relate avec d'autres types d'acteurs et de personnages, un dialogue avec des organismes de d'autres quartiers qui vivent la même chose et avec qui nous avions besoin de converser. Dans le fond, si je peux terminer ici sur un mot, c'est que nous avons vraiment travaillé collectivement en ayant à l'esprit le cumul des risques et des vulnérabilités du territoire. Et cela sans nécessairement avoir le pouvoir décisionnel, là, mais le seul pouvoir qu'on avait au final, c'était de nous rassembler. Merci beaucoup, Boshra. J'inviterai maintenant Steve à nous parler
du terrain, sachant que vous coordonnez une table de quartier, donc il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour de vous. Bien, le terrain, de toute façon, pour nous, c'est la base du travail. C'est-à-dire que sans terrain, notre travail n'a pas de sens. C'est pour ça que depuis à peu près 2 ans, on a développé ensemble avec les acteurs, puis on s'est entendu sur un modèle de fonctionnement qui travaille sur un triptyque où il faut d'abord mobiliser et puis promouvoir l'expertise locale, donc écouter qu'est-ce qui vient du terrain. Développer le pouvoir d'agir quand il s'agit de l'accompagner, par exemple, s'il faut plus de ressources en termes de compréhension. Puis, finalement, on va voir des innovations sociales. Je pense que cette crise a été aussi le reflet de ce modèle de travail-là. Il y a des choses qui viennent d'être nommées qui relèvent, par exemple, du niveau opérationnel. Fait que la crise, elle se gère à 3 niveaux de toute façon. Nous sommes une table de concertation. On agit plus au niveau tactique et puis au niveau stratégique. Donc, au niveau opérationnel, c'est sûr que la réaction de nos organismes communautaires sur le territoire a été exceptionnelle. Il y a eu beaucoup de créativité. Je reviens encore sur la notion du coût zéro qui n'a empêché personne de repenser les façons de faire, de tisser des partenariats, de mobiliser à l'extérieur, de choisir des voies de communication aussi qui ont été porteuses pour qu'on se fasse entendre. Maintenant, au niveau tactique, il y a des choses qui ont été mises en place comme des cellules de coordination pour aussi responsabiliser les bailleurs de fonds, qu'ils soient privés ou qu'ils soient institutionnels. C'est-à-dire qu'une fois que les organismes nommaient des affaires en partenariat avec l'administration municipale locale ou avec le SUS du nord de l'île, il fallait se coordonner pour adapter la réaction qui est sur le terrain. Au niveau tactique, c'est encore des fonds locaux comme celui du fonds d'urgence qui est là pour supporter les initiatives qui sont portées au niveau opérationnel par les organismes. C'est toute la question aussi du plaidoyer auprès des bailleurs de fonds. Ce n'est pas par hasard qu'on est là aujourd'hui, c'est aussi parce que ce plaidoyer a été fait sur 2 aspects. Le premier, c'est d'oser accompagner Montréal-Nord de façon atypique. Je pense que je ne trahis rien si je dirais que mes partenaires à Montréal-Nord n'aiment pas les formulaires, n'aiment pas les demandes de financement qui doivent forcément rentrer dans les formulaires parce que notre réalité est tout autre. Fait qu'au niveau tactique, avec les institutions, il fallait aussi porter ce vœu-là. Je suis très satisfait que des partenaires comme Centraide ou Sapoto encore y aient réagi assez rapidement et qu'il y a un bel appui aussi au niveau privé qui est en train de se construire. Pareil aussi pour les institutions publiques. Finalement, au niveau stratégique, c'est de se dire la crise en soi n'est pas une fin. La crise, on doit apporter des solutions sur le moment, mais il faut aussi penser à l'après-crise, dans ses impacts immédiats sur les populations, sur le tissu communautaire, mais aussi s'assurer que la réaction qu'on a à la crise ne vient pas entraver l'évolution de Montréal-Nord. Parce qu'avant le 10 mars, il y avait quand même beaucoup de travaux qui étaient faits à Montréal-Nord pour développer les compétences, pour mieux travailler ensemble. Il y a des apprentissages qu'il faut faire de la crise pour passer après la crise. Donc, je dirais que le travail s'est fait de façon exceptionnelle à 3 niveaux, au niveau opérationnel, au niveau tactique aussi, pour faire valoir les efforts qui sont faits au niveau opérationnel. Finalement, au niveau stratégique, on travaille ensemble autour d'une assemblée des membres pour un plan de déconfinement et de concert avec les autorités publiques locales. Merci, Steve. Madame Black. Oui, alors merci. Et puis, comme mes collègues le disent, et je pense que vous l'avez bien compris, Montréal-Nord est en action dès le jour 1 de tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je me permets de faire le parenthèse. On en a parlé, le petit clin d'œil en début, que le Québec s'est mis sur pause le 12 mars, un jeudi. Et le lundi, le 16 mars, on était déjà en réunion en train de parler de la COVID et de savoir qu'est-ce qu'on allait faire, sans trop savoir non plus ce qui se passait. On se retourne en arrière 3 mois plus tôt. C'était, disons, très incertain. On ne savait pas trop où on s'en allait. On ne savait pas trop comment que ça allait se dérouler les prochaines semaines. Mais force était de savoir qu'il fallait faire quelque chose. Et de mon côté, parenthèse, je revenais de voyage le 12, donc ça a été tout un retour de vacances. Et dès le lundi, on avait une table paye sécurité qui était prévue
Et on a fait la table et j'ai demandé ce jour-là qu'on puisse mettre à l'ordre du jour le point COVID pour voir comment on faisait face à ça. Même si on ne savait pas qu'est-ce qui s'en venait, quelles mesures on pouvait mettre en place. Et on se rappelle qu'il y avait beaucoup de conférences de presse, donc beaucoup d'informations qui arrivaient à chaque jour. Alors, dès le 16, on s'est rencontrés en petits groupes, on était une dizaine, et par la suite, on a élargi ça avec une table paix et sécurité élargie où il y avait 50, 60 personnes parfois en ligne, et tous les partenaires communautaires, institutionnels étaient sur la ligne, et petit à petit, on a pu construire et surtout s'adapter, être très agile comme communauté face à ce qui arrivait. D'abord, on a eu une crise, en fait, des enjeux de crise alimentaire. Donc, il y avait beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là, à savoir qu'est-ce que les gens allaient pouvoir manger. Plusieurs venaient de perdre leur emploi. Et là, on ne savait pas trop. On n'était même pas à l'époque du PCU. C'était avant tout ça. Donc, ça a été de mettre en place différentes structures pour pouvoir répondre à ça d'abord. Par la suite, il y a eu tout l'aspect psychosocial, entre autres avec les aînés qui devenaient confinés à la maison, ne pas pouvoir aller à l'épicerie. Alors, avec le chèque qui arrivait en fin de mois, qu'il n'y avait peut-être pas de moyen d'aller l'échanger. Donc, il y a eu beaucoup de mécaniques à mettre en place. Et également, aujourd'hui, on se parle du volet social davantage, mais il y a tout le volet aussi économique qui nous a grandement préoccupés. Plusieurs de nos entreprises, on a un plan de développement économique, mais on sait que plusieurs de nos entreprises ont peu de fonds de commerce, sont déjà fragiles à l'avance. Donc, c'est sûr qu'en pleine pandémie où les habitudes des consommateurs flanchent, tout change, à ce moment-là, il faut mettre des choses en place pour pouvoir les aider. Alors, je voudrais que on a eu une autre cellule qui a été mise en place pour le volet économique. Et par la suite, on a répondu à ça. Donc, ça a été un feu roulant. Ça faisait déjà plus d'un mois et demi qu'on travaillait très, très fort, tout le monde, pour pouvoir mettre en place ces structures et pouvoir répondre aux besoins des citoyens, parce que les citoyens nous interpellaient de part et d'autre, que ce soit nous comme élus, que ce soit les organismes communautaires. On était témoins de drames qui arrivaient à chaque jour. Et par la suite, en fait, on était déjà dans le feu de l'action et c'est là que la deuxième, en fait, une autre crise est arrivée, disons, le nombre de cas qui a monté en flèche de façon fulgurante en quelques jours. Et de ce côté-là, nous, ça a demandé à tout le monde des interventions dans les médias parce que les médias ont été chez nous pendant presque 3 semaines là, dans le feu de l'action. On était là pendant 3 semaines. Comme arrondissement, je le disais d'entrée de jeu, on a joué un rôle de leadership, de supporter nos organismes qui étaient sur le terrain, en fait, les organismes de Montréal-Nord qui étaient là, qui pouvaient, comme partenaires, on travaillait tous ensemble et avec nos ressources respectives, ça nous a permis vraiment de pouvoir déployer certaines choses qui n'étaient pas dans nos responsabilités. Comme arrondissement, je n'ai pas de responsabilité de distribuer des masques à des organismes communautaires. Mais par contre, comme mes employés étaient disponibles et qu'il y avait des besoins, ça a généré toute une cellule. On a dit à la blague à l'arrondissement qu'on avait démarré une petite entreprise de réception et de redistribution de masques. Mais c'est pas loin de 60 000 masques qui ont été distribués. Et même à l'arrondissement, on en a acheté très rapidement, donc près de 20 000. Et à ce moment-là, on ne savait pas si ça allait nous être remboursé. Mais en même temps, je vous dirais que autant de mon côté qu'avec mes collègues, il y a eu une certaine gestion de risque. Bocheron en parlait tantôt, de part et d'autre, que ce soit au niveau des organismes, au niveau de l'arrondissement, où à certains moments, il faut dire on va de l'avant. On n'a pas la réponse, mais on y va parce que le besoin, il est là. Donc, également, il y avait plusieurs échanges, que ce soit avec les organismes sur le terrain, au niveau de la ministre, Mme Rouleau. J'ai pu échanger très régulièrement avec elle. On a eu des enjeux très forts et Bocheron en a parlé par rapport au dépistage qui a été un enjeu majeur pour nous parce que l'information changeait très rapidement d'une journée à l'autre et même dans la même journée, on avait des fois des informations qui étaient contradictoires ou qui changeaient. Et comme on le mentionnait, c'est sûr que pour notre population qui parfois a de la difficulté d'aller sur Internet, qui ne comprend pas nécessairement tout ce qui est mentionné parce qu'il peut y avoir des enjeux de langue, de compréhension. Donc, dans ce contexte-là, vraiment, nous, on avait des enjeux majeurs de faire percoler le message dans la communauté parce que non, les gens chez nous n'écoutaient pas toujours le premier ministre à 13 heures pour savoir c'était quoi les nouvelles du jour. Donc, c'était vraiment dans une culture de soutien à nos citoyens et s'organiser comme communauté pour faire en sorte qu'on puisse avoir un impact important.
L'autre chose, au niveau financier, bien, l'arrondissement est venu en support, entre autres, par un don à Centraide de 40 000 dès les premiers jours de la crise. Et par la suite, avec la Caisse des Jardins de Montréal-Nord, on a mis 75 000 chacun dans un fonds qui est de maintenant, bon, qui était de 150 000 à la table de quartier. Et on a dû s'organiser rapidement parce que, comme Steve le disait, la table de quartier n'a pas un rôle opérationnel aussi important en temps normal, mais on voulait mettre en place ce fonds-là pour pouvoir répondre aux besoins urgents qu'on avait. Alors, je vous dirais que ce qui résume grosso modo, c'est qu'on n'a pas attendu, on a agi tout de suite et tout le monde était au rendez-vous et ça a été un élément très important. On s'est parlé beaucoup, beaucoup. On a fait beaucoup de réunions, on a mis vraiment les efforts tous là-dessus. Et de notre côté, au niveau de l'arrondissement, on a mis la main dans la cagnotte aussi pour sortir de l'argent, pour aider nos partenaires communautaires. Ça devenait essentiel. On le sait, on en parlait depuis tantôt, qu'il y a un déficit historique en termes de financement des organismes communautaires à Montréal-Nord et puis auquel il faudra adresser. On pourra en parler dans la suite des choses, mais se rappeler surtout que la crise est un symptôme de bien d'autres choses qui est beaucoup plus profond à Montréal-Nord et qui mérite une attention bien particulière. Merci, Mme Black. Et justement, c'est ce qui nous amène à nous projeter un peu dans l'avenir. Qu'est-ce qui doit être envisagé dans les mois et les années à venir pour que l'arrondissement de Montréal-Nord puisse faire face à la crise actuelle d'une part, mais possiblement à d'autres crises sanitaires? Et puis, comment le milieu philanthropique peut vous aider? J'aimerais entendre Steve Boussicki sur cette pour une première intervention. Ben, je pense qu'il faut commencer d'abord par dire merci à l'attention particulière venant du milieu philanthropique qu'on connaît envers Montréal-Nord, pas seulement depuis le début de la crise, mais on a plusieurs partenaires, il y a plusieurs qui ont été nommés depuis au moins 2 ans. C'est important dans le contexte actuel parce qu'on vit quand même une crise qui, pour Montréal-Nord, n'est pas encore dans la phase du déconfinement, je dirais ça comme ça, de considérer une stratégie à 2 volets. Un volet où on soutient les besoins urgents présentement, donc en reconnaissant les actions qui sont faites sur le terrain aujourd'hui, en reconnaissant aussi les espaces d'intervention que nous indiquent les partenaires opérationnels. On a parlé d'enjeux tantôt, comme par exemple la facture numérique ou d'autres. Il faut être à l'écoute de ce que les gens disent sur le terrain. Il faut valoriser les initiatives qui sont portées par les acteurs. Il faut avoir le courage de faire confiance à Montréal-Nord. Je pense que ce que nous, on constate dans les dernières semaines, c'est qu'il y a toujours un besoin de standardiser un peu à l'échelle de la province ou alors de la ville le type d'intervention. On fait le plaidoyer aujourd'hui tous les trois de dire il y a une complexité à Montréal-Nord qui nécessite que tout investissement qui doit se faire à travers des guides sur le territoire pour être certain qu'on atteint les impacts qu'on veut. Ça, c'est ce qui est pour la crise présentement. Mais Montréal-Nord n'est pas à sa première crise. On a vécu les demandeurs d'asile, on a vécu d'autres. Cet engouement qu'on voit aujourd'hui d'accompagner Montréal-Nord doit se traduire par la deuxième phase qui est beaucoup plus à long terme. Il y a des enjeux infrastructurels à Montréal-Nord, des enjeux structurels. Il y a des enjeux beaucoup plus concrets même à Montréal-Nord, comme par exemple la revalorisation même du salaire des personnes qui travaillent dans le milieu communautaire. Autant collectivement, on se rend compte de l'apport des gens du domaine de la santé, plus particulièrement ceux qui sont en bas de l'échelle, comme les préposés aux bénéficiaires. Je pense que c'est la même réalité aussi de précarité dans laquelle vivent les gens qui travaillent dans le milieu communautaire. Dans l'investissement, il faut que ce soit considéré. On nous pose toujours la question de savoir c'est quoi l'impact que vous allez aller atteindre dans le financement. Mais c'est quand même les employés, les intervenants qui, chaque jour, mènent les actions. Il faut aussi se poser la question de leurs conditions eux-mêmes. Je pense que c'est la première des choses qu'il faut voir aujourd'hui. C'est l'un des plus grands apprentissages qu'on a eu de cette crise. Ce serait important que dans ce partenariat-ci, cette question-là aussi soit adressée et que ce soit considéré dans la façon dont on répond. Fait que, à cette étape-ci, c'est ce que je dirais, mais je dirais aussi qu'il faut
toujours dans la façon d'agir, considérer les 3 niveaux. Je parlais avec un des gestionnaires d'une fondation philanthropique qui avait dit une phrase qui était très intéressante. Il disait, quand on vient pour aider dans un territoire, la façon dont on va le faire est très importante. On peut soit, je me permets le mot, scraper tout ce qui s'est fait parce qu'on choisit le mauvais endroit pour investir et des fois des formes importantes, ou on peut considérer les 3 niveaux dans lesquels il faut intervenir aujourd'hui à Montréal-Nord, au niveau opérationnel, au niveau tactique et au niveau stratégique, pour qu'il y ait une convergence dans les actions qu'on met en place pour qu'au final, on atteigne ce qu'on souhaite en termes d'impact collectif. Merci, Steve. Je demanderai à Mme Black maintenant de s'adresser à nous. Super. Donc, en fait, à Montréal-Nord, actuellement, je vous dirais qu'on a une vision qui est très audacieuse. Puis, je fais du pouce sur ce que Steve mentionnait. Parce que on travaille comme ça de toute façon, comme je le disais d'entrée de jeu, de penser à agir autrement. Donc, de faire les choses de la façon avec le trademark Montréal-Nord. Parce que quand on le fait comme ça, les résultats sont au rendez-vous et on arrive à cheminer comme communauté. Parce que sinon, parfois, ça nous fait même reculer en arrière. Donc, c'est très important qu'on puisse émaner les solutions de chez nous, finalement. Ça prend ça. Nous, ce qu'on souhaite au niveau de l'arrondissement, notre planification stratégique, c'est de s'assurer qu'il soit bon de résider à Montréal-Nord, d'y travailler, de se divertir, se développer, de vivre pleinement et en harmonie. Pour faire simple, en fait, c'est que moi, ce que je souhaite principalement comme mairesse, puis je suis certaine que mes collègues diront la même chose, c'est qu'on veut que les gens de Montréal-Nord aient les mêmes chances qu'ailleurs sur l'île. Donc, que ce soit beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste et que les personnes puissent évoluer dans un quartier qui leur ressemble, mais en même temps pour lesquels on a des outils parce que les déficits historiques, ils sont là, ils sont majeurs et ça nous handicape constamment. Donc, à chaque fois, on part comme avec des prises déjà de fait par rapport aux autres quartiers. On a beau être mobilisé, être bon dans ce qu'on fait, en même temps, il faut que les sommes d'argent se poursuivent, qu'on soit accompagné à l'intérieur de ça pour pouvoir avoir un impact important. Les résultats qu'on souhaite, en fait, c'est bon, qu'on soit mobilisé, avec les forces du milieu, comme je le disais, qui sont maintenant rendues un réflexe. Alors, les ressources publiques, communautaires, philanthropiques, pour faire simple, on vous tend la main aujourd'hui. Donc, s'engager dans des phases intensives avec des actions qui vont être structurantes pour Montréal-Nord, qui vont amener un grand impact collectif. Donc, c'est ce qu'on souhaite pouvoir faire et agir, bien entendu, sur les déterminants de la santé avec les 4 cadrans. Quand on regarde les cadrans, on comprend très bien que Montréal-Nord, on cote fort dans les 4 et c'est ce qui nous rend vulnérables à chaque fois qu'il arrive des situations comme on le vit actuellement. Et bien, au final, au fait, c'est surtout de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Au niveau de l'arrondissement, ben, on joue un rôle de leadership. Au niveau, avec la table de quartier, ça a été un rôle important qui a été mis en place depuis le début de la crise avec tous les partenaires communautaires ou institutionnels, comme je le disais d'entrée de jeu. Mais comme on le dit, c'est des enjeux qui sont très systémiques, qui sont ancrés dans le quartier et pour lesquels ça prend du temps, ça prend de l'énergie, du jus de bras, comme on dit, mais en même temps aussi des fonds pour pouvoir avancer. Et je pense que c'est Bochra qui le mentionnait que la pandémie a mis en lumière toutes les problématiques qu'on connaît. C'est comme si tout d'un coup, toutes nos difficultés, tous nos bris étaient mis en lumière et démontraient à quel point c'était difficile pour les Nord-Montréalais de faire face à une crise comme ça. Et à quelque part, je vais me permettre de vous faire une espèce de petit cheminement. Donc, on imagine une personne qui habite dans le secteur nord-est, parce que je tiens à dire que Montréal-Nord, ce n'est pas un quartier uniforme. On en a parlé, c'est un quartier avec différentes réalités, différents secteurs, et ce n'est pas dans tous les secteurs qu'on a les mêmes réalités de difficultés, mais néanmoins, on a des secteurs très denses, comme entre autres le secteur nord-est, où on le sait que c'est très difficile. Alors, à ce moment-là, la pandémie met en lumière tous ces éléments-là. Donc, on a une famille qui déjà est peut-être moins en santé que le reste de la population parce que, bon, il y a un désert médical,
Elle n'arrive pas à avoir les soins qu'elle souhaite avoir. Elle n'est pas nécessairement en forme parce qu'il bon, y a moins de centres sportifs, les gymnases sont très occupés, il n'y a pas beaucoup de parcs. Ensuite, ben, là, elle n'a pas nécessairement toute l'information sur la pandémie en temps réel parce que, bon, au niveau, comme je le disais tantôt, du langage, de l'accès à Internet, de l'accès à les ressources, à la télévision ou autre. Alors, on se remet dans ce contexte-là. Quartier dense, plusieurs enfants dans la maison. On habite dans un 3, 4,5 avec les enfants. C'est très entassé. Les familles ont besoin d'air, sortent à l'extérieur. Et là, on se retrouve dans une rue qui est très dense où le respect des 2 mètres est difficile. Et là, c'est là que nous, on a dû intervenir et mettre en place des corridors sanitaires pour aider. Ensuite, ils arrivent dans les parcs. Mais les parcs à Montréal-Nord, on n'en a pas beaucoup. On en a, mais pas beaucoup. On a le plus bas indice de parcs de l'agglomération. Alors, comme arrondissement, moi, je veux bien, là, mais je n'ai pas les fonds pour acheter des terrains, les exproprier, puis ça, on en fait, mais de petits parcs parce que sinon, les frais sont immenses. Ensuite, ben là, la personne, elle veut aller à l'épicerie, mais on a des déserts alimentaires. Alors, près de chez elle, c'est des petites épiceries. Donc, à ce moment-là, les files d'attente sont très longues. Elle a plus de difficultés à y aller et les produits qu'elle y retrouve ne sont pas nécessairement de première qualité. Alors, tout ça mis ensemble les rend vulnérables. Et là, après ça, ben là, on parle de l'été. L'été, là, actuellement, là, moi, c'est mon plus grand souci que j'ai comme mairesse parce que les gens sont dans des petits apparts. On est dans une canicule, il fait 35. Et comme arrondissement, nous, en ce moment, on est limité dans ce qu'on peut donner comme service aux citoyens. Donc, que l'on parle des parcs, que l'on parle des jeux d'eau, des piscines, ça va être limité, mais en même temps, d'habitude, ils sont toujours pleins. Alors, vraiment, c'est des défis de tout instant qu'on a actuellement. Alors, je voudrais qu'on a vraiment besoin d'une démarche qui va être innovante, transformatrice, qui va pouvoir faire agir, et Steve l'a très bien dit, de façon exceptionnelle. Là. À Montréal-Nord, on ne peut pas juste mettre ça dans les formulaires comme d'habitude. Là, en ce moment, il faut un plan de match, oui, à court terme, mais aussi à moyen terme, pour pouvoir marquer le temps, marquer une génération et dire, là, à partir de la pandémie, là, bien, la suite des choses a été différente, puis qu'on puisse avoir les moyens de nos ambitions, les moyens de nos rêves, parce qu'on en a des rêves, on le sait où on veut aller, mais en même temps, on a besoin vraiment donc d'un coup de main. Et actuellement, c'est sûr que la pandémie fait aussi en sorte qu'on voit que Montréal, même le Québec, est un peu à la remorque de tout ce qu'on vit actuellement, parce qu'on le sait, les cas qui sont très élevés chez nous ont un impact sur les autres arrondissements. Et je pense que ça met en lumière toutes les social qui a des répercussions sur le reste et dont l'économique, bien entendu. Alors, ça fait le tour de mon côté. Merci, Mme Black. Bochra? Connexion semble un peu... Ah, voilà. Ouais. OK. En fait, j'aurais 4 façons de répondre. Comment on regarde l'avenir, puis qu'est-ce qu'il nous faut pour l'avenir, comment on peut être appuyé. Je vais parler d'abord, dans le fond, des enjeux comme, disons, de financement financièrement et structurellement. Il y a des initiatives et je pense qu'il y a une importance aussi à considérer des changements de paradigme. Et peut-être juste une petite mention sur le fait qu'on semble faire partie de d'autres territoires qui vivent la même chose. D'abord, comment aider financièrement et structurellement. Il y a un appui d'une diversité d'acteurs, comme ça vient d'être dit aussi. Il y a diverses voies. Il y a du communautaire qui rend des services. Il y a du communautaire institutionnel, institutionnalisé. Il y a des gens qui ne rendent pas de services, mais qui pourtant développent et consolident la capacité d'agir individuelle et collective des citoyens et des citoyennes. Et tout l'ensemble en fait, de ces voies-là mérite d'être appuyé. En fait, il faut appuyer la diversité des acteurs qui gèrent les crises qui se succèdent. Ça a été mentionné, je pense, à plusieurs reprises. Et à ce propos, il y a une très belle citation qui a été médiatisée par la présidente de la table de quartier, Narges Moustapha, qui précisait que Montréal-Nord, je cite, « Montréal-Nord vit une crise dans la crise ». Mais en réalité, on sera toujours dans cette réalité-là s'il n'y a pas un appui disons, continue, solide, structuré et structurel. Et les dynamiques partenariales, elles peuvent peiner à dépasser la concurrence parce qu'elles sont tenues à la gorge par un sous-financement.
Le rapport sur le sous-financement a été mentionné par mes collaborateurs et je pense que ça, c'est vraiment super important à regarder. Et donc, ainsi, structurellement, il faut appuyer des projets collectifs, des projets concertés, qui soient portés par les acteurs et ne pas se perdre dans certaines impasses. Et j'en nomme une, mais il peut y en avoir d'autres, mais la question de la centralisation. Donc ça, c'est le premier point, financièrement et structurellement. Deuxième point, il y a des initiatives. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, il faut écouter la voix locale. Elle a déjà porté des initiatives, par exemple en santé. On a, je nomme seulement le projet de pôle santé communautaire qui considère le territoire dans l'ouest en fait de sa partie, l'espace santé citoyen ou projet clinique de proximité qui s'appelait comme avant là, qui considère l'est. Et il y a quelque part une intervention ou des actions dans le fond par îlot. Nous, on travaille à La Pierre et à Pelletier comme organisation. Mais il y a ces îlots-là, comme vient de le dire Christine, dans le fond, qui concentrent en fait tous les indices dont nous parlons depuis tout à l'heure. Puis ça, c'est important géographiquement. Désolée de mon biais, mais il faut le considérer aussi. C'est-à-dire, c'est pas tout le territoire qui vit tout ça, mais il y a des espaces dans lesquels il y a vraiment une hyper-concentration de ces enjeux-là. Il y a besoin d'appuyer des projets pilotes économiquement. Je sais que mes collègues, bien avant que j'arrive dans cette organisation, parlent de revenu minimum garanti, mais on a besoin de projets pilotes. L'opportunité, si je peux dire opportunité dans un tel contexte, c'est que nous avons la capacité d'innover et il faut aller vers là. Il y a besoin justement d'appuyer des projets qui permettent un filet social et un filet contre l'isolement pour les plus exclus et les plus défavorisés de ce territoire. Il y a besoin d'appuyer des projets qui impliquent les jeunes dans ce territoire. Vous le savez probablement, mais dans le portrait du territoire, il y a quand même il y a beaucoup d'aînés, mais il y a aussi beaucoup de catégories jeunes à Montréal-Nord. Et il y a des projets concertés qui, en ce moment, intègrent des jeunes sensibilisateurs, disons, et où, dans le fond, l'insertion sociale et civique est intégrée dans ces projets concertés visant à contrer la COVID. Fait que pourquoi on ne prend pas en compte, dans le fond, ce qui se passe maintenant comme une façon de structurer l'avenir? Je pense que c'est quand même important de mentionner le changement de paradigme. Si on n'analyse pas les choses dans une perspective de justice sociale et de justice urbaine, nous allons tout simplement, encore une fois, je le répète, laisser le territoire passer d'une crise à une autre. Le soutien des différents acteurs devrait se faire avec des objectifs, comme ça a été mentionné aussi tout à l'heure, à deux horizons. Évidemment, il y a le court terme, c'est très clair, pour mieux gérer cette crise, mais il y a le moyen et le long terme pour des solutions structurelles. Parce que les questions et les enjeux sont structurels, je vais quand même le répéter. Sinon, dans le fond, une fois que la pandémie, entre guillemets, sera partie, bien que là, on s'oriente pas pour que ça parte, dans le fond, les gens vont juste se retrouver encore une fois hors des radars institutionnels et revenir, entre guillemets, à la normalité qui, si je me permets de le dire, peut être tissée dans la précarité. Ça, c'est comme très important de le mentionner. Les enjeux sont structurels et nous sommes vraiment plusieurs à le dire depuis longtemps. Je peux vous donner des éléments explicatifs qui ont été donnés par ma collègue Isabelle Eck, chercheure à Parole d'Exclus, qui développe justement ces enjeux-là. Et dans le fond, les dernières années ont été mises à profit pour consolider les plans d'action collectifs. Christine l'a mentionné tout à l'heure. Et ça, c'est super important parce que ça, c'est une bonne étape de reconnaissance des enjeux. Mais en réalité, on le sait que ça ne suffit pas. On sait que, dans le fond, cette complexité-là ne peut pas être répondue par ce que j'appelle le pouvoir local, parce qu'il y a nécessairement beaucoup trop de besoins en termes de développement social et en termes de développement économique. Fait que la charge du financement des besoins structurels, elle ne peut pas être soutenue localement et elle doit être appuyée par des acteurs de l'extérieur. Dans un contexte, quand même, je le rappelle, nous sommes devant le milieu philanthropique, dans un contexte où l'État, en fait, toute cette catastrophe, toute cette crise doit nous permettre de réfléchir la capacité de l'État à répondre. Et donc, dans un contexte où l'État ne sera peut-être pas tout à fait à même de répondre. Dépasser l'urgence, notamment sur la question de la souveraineté ou de la sécurisation alimentaire, ça nécessite de s'émanciper de l'urgence. Puis pour s'émanciper de l'urgence, autant pour les citoyens
que pour les organisations, ben, ça nécessite qu'on regarde les choses sur le long terme, avec un horizon qui soit quand même le plus, disons, qui inclut le plus d'acteurs et le plus d'initiatives possibles. Le dernier élément, c'est que dans le fond, Montréal-Nord fait partie de ce que j'appelle les territoires oubliés de la métropole. Et donc, évidemment, il y a des enjeux qui doivent être répondus sur ce territoire. Il y a des enjeux qui doivent être, sur lesquels on doit répondre, mais il faut aussi ne pas essentialiser ce territoire et surstigmatiser ce territoire. Et ça nous invite aussi à se dire, ben, les citoyens de Montréal-Nord font partie de la métropole. Et ça, il faut activer quelque part une certaine, j'ai envie de dire, revendication, là, pour utiliser ce terme de citadin. Là. Justement, une question complémentaire à ça. Vous avez parlé, Boshra, de territoire oublié. Madame Black, vous avez parlé de désert médical, de désert alimentaire. Comment on change cette dynamique de pouvoir, cette dynamique d'influence? Qu'est-ce qui fait que pendant ces dernières années, ça n'a pas été changé? J'aimerais vous entendre spécifiquement, Madame Black, là-dessus. En fait, pourquoi ça n'a pas été changé? En fait, je voudrais qu'on a fait des pas quand même, hein, parce que c'est souvent ce que je dis, parce que ça peut donner l'impression qu'il n'y a rien qui a avancé dans les dernières années, mais au contraire, là, on a quand même avancé, mais il faut qu'on aille plus loin. Puis pour y aller, en fait, c'est parce que c'est un peu l'impression que ça me donne, c'est un peu comme une toile d'araignée. C'est parce que tout est interrelié. Donc, si on intervient juste sur l'habitation, par exemple, ben oui, on va avoir un impact sur l'habitation, mais on n'aurait pas nécessairement un impact sur le désert alimentaire, sur le désert médical, etc. Donc, c'est une intervention massive qui doit se faire dans certains secteurs pour pouvoir voir vraiment une grande différence et que ça soit palpable de façon beaucoup plus importante, parce qu'on l'a senti dans les dernières années. Il y a des grands pas, il y a du réaménagement urbain qui a été fait, les citoyens, il y a beaucoup d'efforts on voit l'effet, mais l'effet demeure encore faible de point de vue macro quand on s'élève et qu'on regarde tout ce qui se passe. Alors, vraiment, moi, c'est l'impression que j'en ai, c'est qu'il faut avoir un investissement beaucoup plus important de part et d'autre, hein, autant au niveau public qu'au niveau privé. Mais aussi, ça prenait à Montréal-Nord un plan de match pour la suite des choses et c'est ce qu'on s'est attelé à travailler dans les dernières années. Merci, Mme Black. J'aimerais entendre aussi Steve et Boshra. D'abord, Steve, comment les citoyens peuvent faire entendre cette voix-là? Et est-ce que la philanthropie a un rôle à jouer dans un tel plaidoyer pour un territoire qui fait face à des inégalités importantes? Mais je pense que la crise ou la dernière couverture médiatique a quand même révélé quelque chose dont Montréal-Nord n'a jamais bénéficié par le passé. C'est-à-dire des interlocuteurs crédibles qui portent cette voix-là, mais qui aussi s'engagent à changer la narrative par rapport à Montréal-Nord. C'est-à-dire que tous les enjeux qui sont liés à une perception qu'on avait eue de Montréal-Nord, quand on fait une analyse un peu de la couverture médiatique, c'était plus les initiatives sur le territoire et l'appel à intervenir sur des aspects précis qui sont là. Il faut entendre cet appel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été nommées dans les médias, il faut l'entendre. Et donc, autant pour les fondations philanthropiques, il faut l'entendre. Deuxièmement, même si la crise aujourd'hui attire l'attention vers Montréal-Nord, Montréal-Nord a quand même fait des démarches avant la crise pour inviter les gens à venir s'investir à Montréal-Nord à travers plusieurs productions. Il faudrait aussi les prendre en considération aujourd'hui et voir les aspects concrets qui sont mis là-bas. Autant sur les enjeux même de santé, il y avait déjà des propositions concrètes qui auraient pu comme nous permettre de mieux réagir à ces enjeux-là, que ce soit dans le secteur nord-est, que ce soit même sur les enjeux qui sont liés à la jeunesse et aussi tout ce qui est intervention interculturelle, mais plus fondamentalement, ce qui est aussi de la revalorisation de ce qui est le salaire des personnes qui travaillent. J'insiste là-dessus parce que quand on a un territoire qui a autant de difficultés comme celui de Montréal-Nord, la capacité d'attirer des talents sur ce territoire-là est un enjeu très important. Il faut que les gens veuillent venir travailler à Montréal-Nord. Il faut aussi qu'il y ait un incitatif pour qu'ils veuillent rester travailler à Montréal-Nord parce qu'il y a de gros enjeux. Il y a vraiment de gros enjeux et puis ça demande un niveau de capacité, un niveau d'analyse, un niveau de compréhension, mais un niveau aussi de mobilisation qui est particulier.
Ça, c'est une chose aussi qu'il faut prendre en compte. Maintenant, pourquoi? Ce n'est pas la question qu'on pose aujourd'hui de pourquoi Montréal-Nord se retrouve là. C'est plus de se dire, c'est quoi l'appel qu'on lance aujourd'hui? On a dit tantôt qu'il faut qu'on marque le temps. Il faut que la crise aujourd'hui, c'est malheureux de le dire, serve aussi d'opportunité pour qu'au final, on s'engage résolument. Résolument, certainement à changer de paradigme, mais qu'il y ait beaucoup plus de courage. C'est-à-dire qu'on plaide depuis des années pour qu'il y ait un pic qui vienne à Montréal, non, mais que ce ne soit pas un pic qui soit forcément sur un modèle calqué. Donc, ça, c'est le projet d'impact collectif, n'est-ce pas? Oui. Il y a tous ces enjeux-là, c'est-à-dire, je ne veux pas nommer quelque chose sans apporter une nuance qui est une nuance nord-montréalaise, c'est-à-dire qu'il y a de l'expertise locale, mais il faut écouter cette expertise-là et la laisser émerger au-delà. Maintenant, cette crise pose beaucoup la question de la façon dont le territoire, son urbanisation même. On parle beaucoup de distanciation sociale, on revient encore sur la question, par exemple, des secteurs comme le Nord-Est où au final, on doit quand même envisager qu'il faudra repenser ce territoire-là, repenser en termes d'accès au parc pour les populations qui sont là-bas. Ce sont des investissements courageux qu'il faudra faire. Il faudra acheter, il faudra exproprier. Il faut qu'on envisage ça pour redonner aux gens un espace de vie qui est convenable pour pouvoir vivre des moments comme celui de la crise actuelle. L'importance de pouvoir faire 2-3 pas dans un parc aujourd'hui est très important pour cette crise. Je viens un DJ, d'autres personnes vivent dans Trumont ou ailleurs dans le territoire. Ils ont la possibilité de marcher quelques heures. Est-ce que les gens dans le Nord-Est ont vraiment la possibilité de marcher? Il faut beaucoup considérer les investissements infrastructurels. Nous, on a fait la proposition l'année dernière, c'est toujours porté encore par le CA de la table des quartiers, d'un investissement pour une infrastructure communautaire très importante dans le Nord-Est. Je pense que c'est une proposition qui est toujours sur la table, qu'il faut considérer à très court terme comme étant une solution concrète pour envisager dans la sortie de crise. Merci Steve. Bochra, justement, vous qui portez la parole d'exclus, je vais vous demander d'avoir un mot très court vu qu'on approche de la fin sur ce sujet. Mais là, Félix, ce n'est pas mon mot de la fin. Hein? Non, ce n'est pas le mot de la fin. Voilà. Mais écoutez, moi, je pense que je parlerai ici, évidemment, pour moi, pour la trajectoire que j'ai toujours portée, mais aussi pour l'organisation dans laquelle je travaille, autant que les collaborateurs, qu'ils soient du milieu communautaire ou institutionnel. Je pense que la réponse des déserts, qu'ils soient alimentaires, de santé, économiques, parce qu'il y a aussi toute la question de l'enjeu. On n'est pas allé dans ce détail-là, mais on a on va dire une sous-diplomation ou une sous-scolarisation sur le territoire. Ça nécessite des réponses qui soient, entre guillemets, de l'ordre de l'insertion sociale et économique. Là. Il faut, par exemple, quelque chose pour alphabétiser le monde. Je vais faire juste une petite anecdote, là, mais comme Christine le mentionnait tout à l'heure, là, rapprocher le message des gens, ce n'est pas simplement pour les gens qui parlent d'autres langues, là, c'est aussi pour les personnes qui sont supposées être francophones. Fait que, il faut avoir tout cela à l'esprit. Donc, pour moi, reproximiser, si je peux inventer un mot et faire un barbarisme, les institutions, c'est primordial. Mais il faut le faire, comme vient de le mentionner mon collègue, en ayant à l'esprit les angles morts que les institutions ont et ont toujours eu depuis, dans le fond, quelques temps, parce que le contexte dans lequel on se trouve depuis quasiment une trentaine d'années est celui-ci. Et donc, reproximiser avec des institutions plus proches des citoyens, avec le moins d'angles morts possible, le plus inclusif des réalités, ça me semble être la seule façon de répondre avec des structures. Ce que ça veut dire, là, si je peux parler en d'autres termes, c'est que oui, il y a des offres sur la table, mais il faut qu'elles soient je vais utiliser la même terminologie, mais avec un branding local et je pense avec une inclusivité et une façon d'incorporer le plus de voix invisibles, inaudibles possible. Merci beaucoup, Bochra. Et ça nous amène en fait à votre réflexion finale. Et j'aimerais y intégrer une des questions qui nous a été transmise, qui était « Quelles leçons allez-vous tirer de cette crise pour l'après-COVID »
et comment est-ce que vous allez pérenniser les mécanismes qui ont été mis en place? Alors, pour votre mot de la fin, Madame Black, s'il vous plaît. Avec une grande question comme ça, ça va être difficile à répondre. Je vous dirais qu'à quelque part, le réflexe était là. Les gens étaient au rendez-vous, on s'est mobilisés, on sait, comme je le disais tantôt, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, après, c'est de continuer à avoir cette expertise qui vient nous accompagner, ces fonds qui viennent nous accompagner et que les gens soient au rendez-vous. Là. Je pense que c'est là qu'on est et qu'ils soient au rendez-vous. Puis je pense que ça transcende la discussion qu'on a eue aujourd'hui, non pas juste ici et maintenant, parce que oui, on a besoin de vous ici et maintenant, mais après la COVID aussi, là, parce que quand ça va se terminer, on doit continuer sur notre lancée pour faire en sorte qu'on redresse ce qui se passe, tous ces déficits historiques à Montréal-Nord. Donc, dans mon mot de la fin, en fait, je dirais comme on vous tend la main hein, pour pouvoir investir à Montréal-Nord, pour pouvoir investir, mais pas seulement au niveau financier, de nous accompagner, de faire partie de cette grande famille qui est Montréal-Nord, au fond. Je me permets aussi de parler de différents projets. On en a parlé tout au long. Je les nomme rapidement. Doubler le nombre d'espaces verts et de parcs à Montréal-Nord, doter Montréal-Nord d'un centre sportif intérieur, poursuivre les plans d'action collectifs jeunesse, économique, du Nord-Est, habitation qui va arriver bientôt, installer des bornes de Wi-Fi pour la littératie numérique aussi, redressement, et Steve en a parlé, financement équitable du soutien à la mission des organismes communautaires. On l'a documenté, là. On le sait noir sur blanc que c'est le cas. Steve l'a très bien expliqué, mais les organismes ont besoin d'air, ont besoin de poumons, d'un peu plus d'air dans leurs poumons là, pour pouvoir souffler et qu'on puisse garder notre expertise dans le quartier. Et la Maison d'innovation sociale et économique, la mise dans le Nord-Est avec le point de CIUS, l'organisme ici avec Air ouverte. Donc, c'est des services qu'il faut arriver à mettre en place dans le quartier pour pouvoir aider. Alors, vraiment, merci à tous de votre écoute. Et vous mentionnez que moi, je demeure disponible de mon côté si vous avez besoin d'échanger avec moi. Ça va me faire un très, très grand plaisir de pouvoir le faire. Et encore une fois, merci, M. Véronneau, pour l'invitation. Avec plaisir, Mme Black. Et j'inviterai maintenant Steve Boussiki pour son mot de la fin. Mon mot de la fin sera en 3 notions, fierté, humilité, mais aussi beaucoup d'espoir. Fierté parce qu'on a toujours redouté les crises à Montréal-Nord, redouté de ne pas être prêt, redouté de ne pas être capable de réagir. Je pense que faire partie de cette aventure aujourd'hui nous rend tous fiers de voir tout ce qui s'est déployé sur le territoire, de voir comment les organismes communautaires, encore je le dis à coût zéro, on fait vraiment de l'impensable. Humilité parce que je ne suis pas un homme montréalais que ce soit de naissance ou d'expérience, mais de voir aujourd'hui plusieurs Nord montréalais qui sont à la tête de cette initiative. On a une présidente de la table des quartiers qui est de Montréal-Nord et qui mène le front. On en a plusieurs qui ont repris quand même le flambeau des choses. C'est important de voir un autre Montréal-Nord qui est d'abord porté par des Nord-Montréalais. Je pense qu'il y a une humilité à avoir par rapport aux gens qui ont vécu dans cette situation-là et qui la transforment quotidiennement aujourd'hui de cette façon-là. Finalement, beaucoup d'espoir parce qu'on a toujours été victime un peu de cette difficulté à se faire entendre. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est dépassé présentement. Maintenant, l'espoir, c'est juste de dire que les actions vont suivre, les investissements vont suivre par rapport à la disposition qu'on voit de part et d'autre aujourd'hui. Merci, Steve. Et Bushra Manaï pour le dernier mot de la fin. Parce que j'ai préparé une anecdote, tu ne pouvais pas ne pas me donner de la place pour la dire. J'ai un mot de la fin avec 4 points. Mais avant ça, j'avais comme envie de vous raconter une anecdote qui m'est venue récemment, dans le fond. Il y a 11 semaines, puis là, on approche de la 12e semaine, de la fin de la 12e semaine. Mais il y a 11 semaines, j'étais vraiment très inquiète pour mes parents. Donc, j'ai livré de l'eau et de la bouffe à 11 000 km dans ma Tunisie natale. Et donc, j'étais très inquiète pour eux parce que j'avais peur que, dans le fond, la pandémie crée une catastrophe et que la contagion soit vraiment catastrophique dans ce pays-là que l'on considère être un pays du Sud. Et je dois vous avouer qu'aujourd'hui, c'est plutôt mes parents qui s'inquiètent pour moi parce que je suis dans la ville qui est parmi les villes les plus touchées et en termes de gestion de la crise, qui est la moins
on va dire, efficace, si je peux me permettre, pour la gestion de la crise, et parce que je travaille sur le territoire qui est l'épicentre. Fait que pour moi, aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous dire là, c'est que je vous souhaite de saisir à quel point les citoyens et les citoyennes ont activé une entraide pour répondre au fossé de l'État. Et ça, on doit le reconnaître, mais on ne peut pas leur laisser le fardeau sur les épaules. Ça, c'est le premier point. On ne peut pas laisser le fardeau sur les individus et sur les citoyens. La deuxième chose, c'est que je vous souhaite de saisir que nous sommes une collectivité qui a construit une pratique de coopération, car nous sommes au final un petit peu trop habitués aux crises, mais nous, on ne peut pas porter le fardeau des lacunes institutionnelles sans des appuis structurels. Donc, le fardeau ne peut pas non plus être sur les organisations. Et le troisième point, c'est que je vous souhaite de prendre du risque. Je vous parle du haut d'une organisation qui fêtera ses 15 ans l'année prochaine et qui a bénéficié d'une prise de risque du milieu philanthropique. Et dans le fond, ce que je souhaite vous dire, c'est que les apprentissages d'une prise de risque, c'est toujours collectif. C'est toujours pour le milieu philanthropique, c'est toujours pour les institutions et c'est toujours pour le milieu communautaire. Et vous avez au final aujourd'hui la capacité de transformer l'épicentre de la pandémie canadienne, quand même faut-il le répéter, en épicentre des changements sociaux. Merci Boshra Manaï, merci Steve Boussiki, merci Christine Black d'avoir été avec nous, d'avoir été les porte-voix de Montréal-Nord aujourd'hui, d'avoir lancé des pistes qui pourraient être suivies par le milieu philanthropique. Je crois que c'est précieux d'avoir eu la chance de s'entretenir avec vous. Et je sais qu'il y a déjà certains acteurs qui se préparent à continuer ou à accentuer leur appui sur le territoire de Montréal-Nord. Donc, ça va être intéressant de les suivre et de vous suivre dans les prochains mois. Et sur ce, je cède la parole à mon collègue Jean-Cyle Bruyère pour conclure ce webinaire. Allô, allô tout le monde. J'essaie de repartir mon vidéo pour ne pas parler dans le vide. Moi, je sais toujours que je suis dans un bon webinaire quand je hoche de la tête fort souvent. Puis je pense que tout au long du webinaire, j'étais comme « ah oui, j'ai compris. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. » Merci à nos invités, merci pour la modération, Félix. Je voulais juste vous informer, vous rappeler que vous allez recevoir un lien avec l'enregistrement dans 24 heures. On va rajouter des questions non répondues. Et pour vous informer que la semaine prochaine, pour notre webinaire du mercredi, le sujet étant la Caisse d'économie solidaire et les besoins des entreprises d'économie sociale pour leur relance, avec Jean Bergevin, le conseiller principal Finances solidaires et Relations internationales de la Caisse d'économie solidaire, et Jacques Bordelot, le directeur général de la Fondation Beati. Donc, si vous voulez vous enregistrer à cela, on va vous envoyer le lien avec le tout. On vous remercie encore. Merci pour tout votre travail sur le terrain et j'ai hâte de travailler ensemble dans l'avenir, très proche. Bonne chaleur, bonne fin de semaine et bonne fin de journée. Merci. Bye. Merci.